Bonjour. Bonjour. Alors, on va continuer un petit peu sur les parties administration de plateforme et de contenu et de faire que tout se passe bien et puis qu'on ait des bons services, des bonnes métadonnées au bon endroit, que tout ça marche bien dans la foulée. Donc, Jean-Michel. Oui, D'accord. Jean-Michel Crépel de Camp to Camp, DevOps, administrateur de données, etc., etc. Et Maël Rebout, à Rennes Métropole. Et moi, je suis en charge du catalogue depuis oh là là, 2007, 2008, enfin quelque chose comme ça. Et on a, pour un petit peu de contexte, on a un GeoOrchestra depuis 2016. Alors quand on dit qu'on a un GeoOrchestra, en fait, on en avait deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Donc on a en tout 5 plateformes. On a 5 GeoOrchestra déployés. Je me concentre là uniquement sur les plateformes qui sont officielles, pas les plateformes de test ou de qualif, mais on a un portail pro de pré-production sur lequel on va travailler, on va publier les couches, on va publier les styles, on va valider tout ça. Et après, le but, c'est d'envoyer ça sur le portail pro de production. D'accord. Mais il se trouve qu'on a aussi une plateforme GeoOrchestra qui est complètement à part pour la diffusion des données ouvertes. Et que ici, j'appelle le portail public également de production. Parce qu'on a aussi un portail pro de test, un portail public de test. Donc ça fait d'où les 5 plateformes, les 5 GeoOrchestra qu'on a et qu'on gère. Donc depuis 2016, la publication des métadonnées et des données, elle se fait par une suite de tâches qui sont entièrement manuelles. Entièrement. Le problème de tout ça, c'est que on est plusieurs, on est quelques-uns, on est quoi, 4, 5 à pouvoir publier, mais il y a pas mal d'opérations qui apportent aucune plus-value et qui sont relativement chronophages. Le fait que tout ça soit manuel, ça fait qu'on a des petits soucis et qu'on a clairement un manque de maintenance et de synchronisation des ressources qui sont publiées sur la plateforme publique. Parce que comme on travaille le plus sur notre plateforme professionnelle à destination des utilisateurs métropolitains et les communes et les partenaires, le public, c'est un peu le bout de la chaîne. Et c'est en bout de chaîne et je me suis aperçu que des fois, il y a des choses qui étaient faites en interne et qui n'étaient pas reportées sur la plateforme publique. Sauf que si on change la structure d'une table dans la base, on modifie le style qui va bien parce que le nom de la tribu a sauté, il est passé de type, il s'appelle plus type, il s'appelle autre chose. Et que si on oublie et si on n'est pas consciencieux, malgré tout le système de tickets avec toutes les listes de tâches qu'on a à faire, l'erreur est humaine, et ben du coup, la ressource, elle saute. Elle saute en public le lendemain parce que tout ça, c'est rebasculé. Autre chose aussi, c'est que je me suis aperçu qu'on avait des états de fraîcheur des métadonnées donc, et des couches qui peuvent être mis en doute. Donc là, actuellement, il est absolument certain que j'ai des ressources sur la plateforme de diffusion qui ne marchent pas parce qu'on n'a pas été, on a sauté une étape. Donc publier des données sur GeoNetwork, GeoServer, c'est clairement un sacerdoce. Il faut vraiment former les gens, sensibiliser les collègues, faire des tests, vérifier, vérifier. Donc les développeurs, là vous parlez de tests, quand on est côté production, c'est vérifier, vérifier que la couche, que le style, ça s'affiche bien, etc. Donc sur ce petit schéma qui est un peu, pas terrible, mais qui date un peu, vous avez en rouge, avec un petit crayon, toutes les étapes où il y a une intervention manuelle d'un opérateur. Donc, on publie une couche. Là, je publie 2 styles, ça me fait 3 opérations sur les interfaces de GeoServer. Côté métadonnées, je dois écrire la métadonnée et puis je dois la publier. Donc là, je suis déjà à 5 étapes. Et ensuite, il y a l'étape de mise en production qui passait par un outil de synchro qui faisait la tâche, mais moyennement. Et puis, on doit reporter sur public où j'ai à nouveau les 5 tâches, 5 ou 6 tâches manuelles. Donc en tout, on a 13 interventions manuelles, sans compter le temps de vérification. Et il y a seulement 4 qui sont créatives, c'est-à-dire je crée une couche, je crée les styles, je crée une métadonnée. Tout le reste pourrait être automatisé. Donc ça, c'est le processus souhaité, avec au centre ce que j'avais appelé à l'époque, parce que ça date, j'ai écrit ça il y a 4-5 ans, un SIG publisher, enfin quelque chose qui automatise, qui orchestre la publication, qui facilite la publication. Le but étant de revenir de 13 à 5 interventions, dont toujours les 4 créatives, créer une métadonnée, créer une couche, créer un style. C'est plutôt jusqu'à présent. Alors peut-être que l'IA, Florent, tu me diras si. Voilà, pour l'instant, ça reste des humains.
Petit graphique, ça c'est pour vous montrer, voilà, ça c'est un suivi que je fais depuis 2014 sur le nombre de métadonnées, le nombre de couches qu'on a sur notre portail interne. Donc là, on est à un petit peu moins de 800 couches de données sur notre géoserveur et on doit être à 680 métadonnées en interne sur notre portail. Donc, Attention, vous êtes en train de vous faire dépasser là. j'ai pas compris. Il n'y a pas assez de métadonnées. Oui, mais parce qu'on a des couches dites techniques, en fait. Donc tout ça, ça a été fait à la main. Donc du coup, maintenir tout ça, c'est quand même des enjeux importants. Et ça, c'est sur la plateforme publique, donc l'échelle n'est pas la même. On voit qu'il y a un peu plus d'intégrité sur la plateforme publique, et c'est plutôt là que je préfère avoir des bons scores. Donc tout ça est fait à la main également. Du coup, avec tout ça, l'équipe de Rennes nous a appelé au secours pour écrire un outil qui faciliterait la publication des données, des métadonnées. Donc, qu'est-ce que Maestro permet de faire? Qu'est-ce que c'est Maestro? Et ben, du coup, ça va permettre de synchroniser des métadonnées venant de GeoNetwork et des couches et des styles venant de GeoServer depuis une plateforme source vers une plateforme de destination que l'on va pouvoir choisir. Du coup, par exemple, les cas concrets, c'est on veut passer de dev en pré-prod ou de pré-prod en prod. Et du coup, ça permet en quelques clics de faire passer les métadonnées, les couches et les styles. Ça utilise du coup les API de GeoServer et de GeoNetwork. Et du coup, ça n'utilise pas les WMS, WFS, etc. Ça n'utilise pas du tout de l'OGC. C'est ça. Du coup, c'est assez connecté aussi du coup aux versions des logiciels de GeoServer et de GeoNetwork, parce que du coup, on va directement aller appeler les API de ces deux logiciels. Du coup, c'est assez contraint par les versions. Donc, quelles fonctionnalités on a? On a la possibilité de l'intégrer derrière un GeoOrchestra ou seul aussi, avec quelques petites configurations. Pour le moment, on a une source unique qui est possible, mais dans le futur, en tout cas, ça a été prévu pour potentiellement avoir plusieurs sources et du coup de choisir sa source. On peut aussi chercher les métadonnées moissonnées ou non dans un catalogue, donc filtré par si elles sont moissonnées ou pas. Alors j'ai oublié de le mettre, mais aussi on va pouvoir rechercher par mots-clés les métadonnées ou UID, etc. Ensuite, on va pouvoir aussi sélectionner la destination. Donc là, on va pouvoir avoir plusieurs destinations afin de pouvoir choisir du coup où est-ce que ça va aller. On va pouvoir synchroniser de manière indépendante les métadonnées, les couches et les styles. Là, pareil, l'utilisateur va choisir un petit peu ce qu'il a envie de faire. On peut aussi appliquer des transformations XSL en fonction d'une source ou d'une destination. Donc, par exemple, on a envie de changer les URL contenues dans la métadonnée du catalogue source vers l'URL du catalogue destination. Donc, ça sera publictest.rennesmetropole.fr qui va être transformé en public.rennesmetropole.fr. Et je complète, ça va plus loin parce que nous, dans nos métadonnées internes, on a des ressources qui pointent vers des ressources internes. On dit où c'est stocké dans PostGIS. S'il y a un tableau de bord Superset dont la donnée dépend, c'est aussi indiqué. Et en fait, toutes ces choses-là, par transformation XSL, sont enlevées quand on met sur public. Du coup, on va aussi avoir la possibilité de consulter les journaux de log et les historiques de synchronisation.
pour voir un petit peu ce qui a été fait, comment ça a été synchronisé et aussi si ça a fonctionné ou pas. Et puis c'est hautement scriptable aussi via l'API parce que du coup on a séparé le front et le back et du coup le back peut être utilisé sans le front, donc directement avec les API qui sont assez simples ma foi. Bon, les technos on s'en fout un peu, mais je peux dire que c'est fait en Python. Le but, c'était vraiment que, par exemple, Maël puisse aller regarder dans le code et puis se dire, ah bah tiens, ça marche pas, débugger, etc. Et voilà. Hop. Alors, déployer ça chez vous. Du coup, on a publié la version 0.1.3. Il est possible de l'installer donc en version classique, installation sans conteneur. On a aussi publié les images Docker pour pouvoir l'utiliser notamment sur Kubernetes et avec le déploiement Docker Compose. Et on a aussi fait un Helm chart pour pouvoir le déployer chez Rennes dans Kubernetes. Et oui, du coup, ça peut être aussi installé sans GeoOrchestra, donc on n'est pas obligé de le mettre derrière une plateforme GeoOrchestra. Configuration, bon, on peut passer, mais en gros, ce qui est important, c'est qu'on aura un nouveau rôle qui va être ajouté sur les plateformes pour que les administrateurs puissent accéder à l'interface de Maelstrom. En termes de workflow, c'est vrai qu'on peut découper, on peut spécialiser les collègues et les individus, c'est-à-dire ceux qui font les styles, les couches, peuvent ne pas être les mêmes personnes qui font la publication. Voilà. Et du coup, donc, Maelstrom va utiliser un utilisateur que l'on va configurer et ça sera un utilisateur de service avec des droits pour pouvoir pousser les données et les métadonnées.